HAZCOM, l'OSHA standard 1200, relatif à la communication des dangers relatifs aux produits chimiques, est l'un des standards les plus cités, les plus annoncés dans le cadre des inspections de l'OSHA. Et c'est la raison pour laquelle, bien sûr, il va paraître dans les formations 30 heures obligatoires dans le cadre d'une formation systématique. Donc la structure, elle est la suivante. Donc on va principalement voir une introduction, ensuite le contrôle de l'étiquetage et l'harmonisation mondiale du système HAZCOM avec le SGH international. Ensuite, on verra l'ensemble des substances dangereuses qui sont concernées par ce standard, les effets chimiques, les voies d'entrée, les types de conteneurs qui doivent être obligatoirement étiquetés et contenir bien évidemment une signalisation et les exigences relatives aux pictogrammes et les fiches de données de sécurité. Donc, plus de 30 millions de travailleurs aux États-Unis sont exposés à plusieurs risques chimiques. Donc, uniquement aux États-Unis, on estime 650 000 nombres de produits chimiques dangereux qui existent. Et chaque an, il y a des centaines de nouveaux produits chimiques. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le hazard communication, donc HazardCom, c'est un standard important qui fait partie de la sous-partie de la sous-partie Z qu'on a vu dans l'introduction. Il y a la partie industrie générale, construction, maritime et agriculture. Donc le standard 1200, qui est le standard relatif à la communication des dangers chimiques, il fait partie de la sous-partie Z. Donc la sous-partie Z concerne la gestion des produits chimiques dangereux, toxiques et dangereux, pour permettre aux employeurs de déterminer donc les limites d'exposition tolérées et d'autres moyens de prévention du risque des produits chimiques ou de l'exposition des travailleurs à ces produits chimiques. Donc le standard 1200, c'est l'un des standards. Donc, il y a d'autres standards qui sont spécifiques à des produits. Donc, plus que 40 produits, ils disposent donc déjà dans l'OSHA d'un standard spécifique. Donc, plus de 40 produits qui sont jugés extrêmement dangereux pour la santé. Il y a une autre partie où on parle des produits chimiques, mais dans un contexte d'accidents majeurs, des acides et d'autres produits à risque d'explosion, mais dans le cadre du Process Safety Management. Par contre, le standard Z, la sous-partie Z, c'est principalement pour gérer les produits chimiques côté exposition, côté impact sur la santé. Donc, on doit différencier déjà au niveau de l'OSHA, au niveau des standards de l'OSHA, la gestion des produits chimiques dangereux d'un point de vue process. Et là, on a principalement le PSM et le HAZWOPER. Le HAZWOPER, c'est beaucoup plus orienté environnement, orienté déversement ou une perte de contrôle sur une grande quantité de produits chimiques. Et nous avons la sous-partie Z qui va beaucoup plus s'intéresser à l'impact des produits chimiques sur la santé. Donc, face à un produit chimique, nous avons ces deux réflexions. La réflexion process de transformation, qui peut générer des événements non contrôlés, des déversements, des explosions, des incendies. Et là, on a le PSM et le HAZWOPER. Et l'autre standard, qui est le standard HAZCOM, va beaucoup plus s'intéresser aux dangers sur la santé. Il faut savoir qu'au Maroc également, nous avons des décrets qui s'intéressent particulièrement à la gestion des produits chimiques d'un point de vue santé. Le standard 2.14.431, donc où le décret, c'est un décret relatif à qui vient répondre à l'article 287. Donc il y a deux décrets majeurs, l'un sur la sécurité des machines et l'autre il va traiter le deuxième sujet qu'on va voir également aujourd'hui sur les risques électriques. Et le deuxième, c'est le décret sur les produits chimiques qui va venir avec des exigences majeures, notamment l'obligation d'avoir des fiches de données de sécurité et la fiche d'exposition des salariés aux produits chimiques. Ça, c'est le côté marocain de la réglementation marocaine.
Par contre, comme j'étais en train de dire, le HASCOM, qui est le standard 1200 numéro, comme vous savez, 29 CFR 19, 1910, qui est le standard général d'industrie générale, et 1200, c'est le standard spécifique à la communication des dangers. Donc, l'objectif principal de ce standard, c'est de présenter l'information, hein, donc l'information aux salariés d'une manière à pouvoir se protéger contre le risque des produits chimiques. Donc l'OSHA, comme je l'ai dit, le classe systématiquement en tête ou près de la tête de chaque année comme étant les anomalies majeures qui sont détectées par les Compliance Safety Officers. Il faut savoir qu'en 2012, l'OSHA a révisé ce standard et l'a aligné avec le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques, le fameux SGH des Nations Unies. On sait que le SGH, par exemple, classe les produits chimiques en 29 classes de danger. OK? Donc, il y a les 9 fameux pictogrammes qu'on verra par la suite, mais il faut savoir que les classes de danger sont déjà en 29. Il y a les classes, 16 classes côté danger physique, hein, danger physique, à savoir l'inflammabilité, l'explosion pyrotechnique qui s'auto-inflamme en contact de l'air ou de l'eau. Il y a le côté d'explosion, les gaz sous pression, la corrosivité des produits. Donc tout ça, ce sont des risques. Donc 16 classes de danger physique, 11 classes de danger de santé et 2 classes en danger en relation avec l'environnement. Il faut savoir que l'OSHA ne prennent pas en considération les dangers côté environnement. Donc c'est laissé à l'EPA, c'est l'Environmental Protection Agency, c'est elle qui traite cet aspect de danger sur la zone, parce qu'il y a des produits qui ont un impact. Les deux classes restantes, hein, les deux classes de l'environnement, c'est beaucoup plus orienté sur l'impact sur les organismes aquatiques et l'impact sur la couche d'ozone. Donc l'OSHA ne va pas préciser les risques liés à ces deux aspects, donc il ne va pas rentrer dans les détails, il va pas annoncer comme étant un produit dangereux sur l'environnement et ses manières de le traiter. Donc, c'est laissé à l'EPA, l'agence d'environnement américaine, c'est elle qui va générer. Par contre, le standard Z, alors je pense que c'est important, je vais rapidement le présenter. Donc, le voilà. Donc, ça, c'est le standard Z. Donc, c'est la liste des standards, de tous les standards, la réglementation CFR. Et de l'industrie générale, hein. Tout commence par le 1910. Donc, lorsque vous voyez, comme je vous ai dit, c'est le standard H, hein. Donc c'est facile, H, Hazardous Materials, donc c'est H, sub-partie, la sous-partie H. Donc, dans la sous-partie H, il va également lister des produits chimiques, hein, le nitrate d'oxygène, l'oxygène lui-même, l'hydrogène, l'acétylène, mais dans un cadre de, 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 de gestion ou de transformation chimique, hein, dans l'industrie de transformation chimique pour même les sprays, même ceux utilisés dans les aérosols, mais d'un point de vue incendie, d'un point de vue explosion. Donc c'est comme ça que ce standard H, Hazardous Materials, traite les produits chimiques. Et bien sûr, comme j'ai dit, c'est dans le cadre de ce sous-standard qu'on va trouver la 119 qui est le Process Safety Management, donc la liste et les 14 éléments qu'il faut traiter, et le fameux 120, Hazardous Waste Operation and Emergency Response, le HAZWOPER, c'est comme ça qu'on appelle ce qu'on appelle le PSM et le HAZWOPER. Donc le PSM, c'est plus ou moins le côté préventif, hein, comment prévenir les risques liés à l'utilisation de ces produits chimiques. Et le HAZWOPER, c'est le côté protection, mitigation, c'est comment réduire l'impact en cas de déversement, en cas de fuite, en cas d'explosion, comment il faut faire l'intervention. Hadi, s'il vous plaît, c'est la partie H, hein, c'est H hazardous, donc H hazardous materials. Par contre, c'est la sous-partie Z, hein, la dernière sous-partie de ce standard. Donc voilà. Donc le S, c'est la partie électrique. Et voilà. Donc c'est le voilà. Donc ici, c'est les produits chimiques, les fameux produits chimiques, les 40 produits chimiques, comme j'ai dit, c'est
Z, c'est le toxic and hazardous substances, mais beaucoup plus, ça commence par toxique, mais hazardous, mais lié à la santé. Ok, donc c'est tout ce qui peut impacter, donc des substances qui peuvent impacter là, même ceux qui peuvent avoir une génération de rayonnement ionisant ou un autre type de rayonnement, mais beaucoup plus une exposition par les voies qu'on verra par la suite. Donc l'OSHA va citer les 40 produits les plus dangereux avec des limites d'exposition. Et bien sûr, ça, c'est les produits. Mais par contre, on va parler également des safety data sheets des différents produits. Mais le standard qui nous concerne le plus aujourd'hui, c'est le HAZCOM, Hazardous Communication 1200. C'est lui qui traite de la manière de communiquer l'information à l'employeur et aux utilisateurs. Donc, euh, comme introduction, donc si vous êtes exposé, bien sûr, si vous utilisez sur le lieu de travail des produits chimiques, la conformité marocaine ou américaine va vous obliger de lister l'ensemble des produits chimiques et d'identifier les risques qui en vont. Donc, c'est en utilisant, bien sûr, les principes de communication cités dans ce standard. Donc, le standard permet d'identifier les risques associés à ces produits et les manières de les contrôler. Pour plus de détails, il faut savoir que à chaque fois le OSHA met en place un standard, donc il met avec lui donc c'est des guides, hein, comme le PSM, le guide 31-33. Pour le Hazardous Communication, il y a le guide 38-44 de l'OSHA qui va expliquer encore davantage les risques. Donc, comme vous avez vu, il y a déjà plus de 40 produits listés, plus les standards en relation avec la gestion. Donc, c'est vraiment un kit qui va au moins avoir 400 pages de description sur les risques et comment pouvoir les contrôler. Donc, bien sûr, le standard va s'intéresser à deux parties prenantes importantes dans le cadre de la gestion des produits chimiques, à savoir les fabricants importateurs, donc là, les personnes qui vont mettre dans le marché des produits chimiques, et les employeurs ou tout simplement les utilisateurs. C'est généralement de cette manière que marche toute la gestion des risques, hein. Il y a des fabricants, les importateurs et les utilisateurs qui sont les employeurs qui vont utiliser le produit. Donc, l'OSHA va s'adresser les deux, donc ceux qui élaborent et diffusent des informations et ceux qui utilisent. Donc, les fabricants importateurs des produits, c'est les dangers et les produits chimiques qu'ils fabriquent ou importent et préparer des étiquettes et des fiches de données pour transmettre les informations. C'est la même chose. Donc, il faut savoir que également au Maroc, c'est une obligation au Maroc. Nous avons deux lois majeures. Donc, la loi de 2409, la loi sur la sécurité des produits et des services, qui va exiger, demander aux utilisateurs de respecter le cadre marocain, des normes marocaines qui ont reformulé le système général harmonisé. Donc, chaque fabricant, chaque importateur, il doit les étiqueter et suivre les exigences du SGH en matière d'étiquetage, d'emballage et autres gestion d'affichage de communication. Et là, le Code du travail, l'article 287 avec le décret de 14 431 qui va obliger les employeurs à respecter un certain nombre d'exigences. Donc, les produits chimiques classés sur le lieu de travail doivent disposer également des fiches et de données de sécurité et former les travailleurs à les manipuler en toute sécurité donc les produits. Donc, les normes que les employeurs fournissent exigent que cette norme, le standard exige que l'employeur fournit des informations aux employés sur les produits chimiques dangereux auxquels il est exposé par le biais de 4 méthodes. D'abord, un programme de communication des dangers. Donc, Hazardous Communication Program. Le deuxième, c'est des étiquettes et des formes d'avertissement et les fiches de données de sécurité et de la formation et l'information. Donc, les quatre moyens. Donc, il y a un programme de communication qui va lister l'ensemble des produits
avec les données sur l'exposition, sur les risques. Donc, c'est une synthèse des FDS à communiquer à l'ensemble des parties concernées. Il y a les affichages et les informations sur les emballages, sur tous les types d'emballage et le safety data sheet, tout ce qui est FDS et les informations et la formation. Comme j'ai dit, l'harmonisation mondiale a été réalisée en 2012. Donc, et aujourd'hui, avant, il y avait des pictogrammes, il y avait d'autres types d'informations. Aujourd'hui, l'information est harmonisée et partout dans le monde, on trouvera toujours les mêmes classes de danger, les mêmes catégories et les mêmes pictogrammes. Donc, le SGH fournit des critères cohérents pour la classification et la communication des dangers chimiques en fonction des types de dangers et également en fonction de la toxicité et de la gravité de chaque danger. Donc, il fournit des éléments de communication harmonisés sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité dans trois grands groupes. Donc, il y a la zone physique, comme j'ai dit, santé et environnement. Donc, il y a 16 classes de dangers physiques, 11 classes de dangers de santé et 2 classes pour les dangers liés à l'environnement. Donc, deux définitions majeures. Il y a la substance, la substance chimique. L'OSHA la définit comme un élément chimique et ses composés soit à l'état naturel, donc il peut être naturel, il n'y a aucun problème, soit obtenu par un processus de production. Et également, cette définition va inclure même les additifs nécessaires pour préserver la stabilité du produit ou toute impureté dérivant du processus utilisé mais exclu tout en solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité ou modifier la composition de la substance. Donc parfois dans les étiquettes des récipients, donc on va utiliser, prenons par exemple les aérosols. Dans les aérosols, on va trouver le produit chimique sous l'état solide ou physique qu'on souhaite avoir, de la peinture par exemple, ou d'autres produits qu'on veut utiliser, mais on va avoir également des produits annexes comme les propulseurs, les gaz sous pression. Donc même ces gaz doivent être pris en considération. Donc l'emballage ne va pas porter uniquement sur le danger de la substance qu'on veut utiliser, mais également sur le gaz propulseur. Donc, s'il s'agit d'un gaz inflammable, donc on va citer comme étant, s'il s'agit d'un gaz sous pression, donc on aura les deux, on aura le pictogramme, par exemple, de toxicité lié au solvant ou, je sais pas, au produit de base, hein. On aura un autre pictogramme lié avec un hazardous phrase, le H, lié à l'inflammabilité du gaz propulseur. Et également, on aura le pictogramme de risque sous pression qui est lié à la condition de gaz sous pression. Donc, on aura principalement trois pictogrammes dans l'emballage, dans le conteneur de ce produit. La substance dangereuse, donc on a la substance chimique et la substance dangereuse est définie comme tout produit chimique ou matériel présentant un risque physique ou un risque pour la santé. Donc un risque physique d'inflammation, par exemple, qui peut générer un risque de brûlure, d'explosion, de projection ou de corrosion, hein, de réaction chimique. Et ces substances sont soumises à des seuils réglementaires spécifiques et à des obligations de déclaration. Donc, par exemple, aux États-Unis ou dans l'Union européenne, il y a des agences, l'agence sur la réglementation REACH, qui exige, l'agence européenne sur les produits chimiques exige que chaque produit soit déclaré et enregistré et autorisé afin de pouvoir le mettre sur le marché européen, qu'il soit dangereux ou pas. Donc, il s'agit d'une substance chimique qui doit d'abord faire l'objet de l'enregistrement et ensuite l'étude va montrer est-ce qu'il s'agit d'un produit chimique dangereux. Donc, chaque produit dangereux va être accompagné avec une fiche de données de sécurité et c'est précisément cette fiche qui va préciser est-ce qu'il s'agit d'un produit chimique dangereux ou il ne fait pas l'objet d'une classification sous le système général harmonisé. Donc,
Les risques physiques vont comprendre tous les interactions donc qui peuvent causer des dommages physiques, comme étant le risque d'inflammation, hein, de brûlure, d'explosion avec la production, donc cette combustion instantanée, donc l'inflammation, l'explosion ou les produits pyrotechniques ou pyrophoriques, donc ils peuvent s'enflammer en contact de l'air et la réactivité et la corrosion. Donc, on a les risques physiques ou des risques pour la santé qui vont prendre tout ce qui est irritation, hein, donc de la peau ou des muqueuses, donc d'autres types de tissus, le cancer, les neurotoxicités ou d'autres dommages pour des organes cibles, les poumons, la peau, les yeux et d'autres types d'organes. Donc, on aura des différents types de seuils réglementés. Donc, il y a des méthodes hein, qu'on utilise pour réglementer les doses et les limites, comme le LD50 par exemple, la Little Dose 50%. Donc, ce sont des essais au laboratoire normalisés. Le Noël par exemple, qui est le Non-Observed Adverse Effect Level. Donc, ce sont des niveaux observés cliniquement par expérience. Donc, on sait par exemple par expérience que à partir de tel niveau d'exposition, des effets graves vont apparaître sur tel type ou type d'organe. Mais cliniquement, donc toutes ces informations vont être présentes pour établir, donc ça c'est des informations, c'est des techniques utilisées, le LD50, pour établir des limites d'exposition journalière ou d'une exposition de courte durée, sur 8 heures ou même de longue durée, donc pour déterminer les seuils d'exposition. Donc, quelques exemples de produits chimiques selon leur classe. Les dangers physiques, par exemple, on aura des produits qui sont explosifs, inflammables, des aérosols, des oxydants, des asphyxiants, hein, du monoxyde de carbone, de l'azote, de l'hélium et de l'argon, des gaz pyrophoriques, donc qui s'enflamment en contact de l'air ou de l'eau. Donc le sila, l'arsine, le phosphine. Donc il y a beaucoup de produits qui sont d'ordre pyrophorique ou des risques pour la santé, donc soit de la toxicité aiguë, donc toute voie d'exposition par voie de contact avec la peau, d'inhalation, d'ingestion, et aussi des sensibilisations respiratoires ou cutanées et des toxicités spécifiques pour des organes cibles comme les poumons, les reins et d'autres types d'organes. Donc, les produits chimiques se présentent, donc ça, dans matière de dangerosité, hein, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme impact sur la santé ou le physique de la personne. Donc, la physique, donc la peau, le contact avec les différents types de la personne, ses membres et ses organes. Donc, et le produit chimique se présente sous plusieurs formes. Donc, on a des formes de poussière, de fibres, de liquide et autres types de formes selon le type d'utilisation. Donc, des brumes qui sont des gouttelettes liquides pulvérisées donc lors de l'utilisation des aérosols, des fibres donc parfois semblables à la poussière, mais de forme allongée. Donc, on parle de fibres d'amiante ou fibres de verre. Donc, de fumée, hein, ce sont des particules. La fumée, la différence du brouillard ou de la brume, c'est des fumées. Donc, elle contient des petites donc de produits solides, hein, des métals solides ou chauffés qui va vaporiser puis condenser sous forme de minuscules particules. Donc ça présente la fumée. Et la poussière, ce sont des particules finement divisées, comme la poussière de bois. Les brumes, ce sont des gouttelettes liquides pulvérisées. Les vapeurs, c'est des gaz, hein, ce ne sont pas des gouttelettes. Donc, ce qu'on voit comme étant de la vapeur, ce qu'on qualifie d'habitude de la vapeur, c'est les brumes, hein, c'est du brouillard, c'est de la brume, c'est des gouttelettes liquides, c'est de la vapeur qui, sous l'effet du froid, va se condenser et va former ce brouillard, cette brume, c'est des gouttelettes liquides dans l'air. Mais la vapeur, c'est un gaz, donc d'un gaz formé lors de l'évaporation d'un liquide, donc qui normalement dans l'état liquide
qui se trouve dans l'état liquide dans les conditions de température et de pression normale. Le gaz, donc, c'est une substance en suspension dans l'air à température ambiante, donc une vapeur et la phase gazeuse d'une substance qui existe habituellement sous forme liquide ou solide à température ambiante. Donc les deux, vapeur et gaz, c'est la même chose, la même forme, sauf que l'autre est d'habitude dans l'état liquide ou solide dans la température et pression normale, et le gaz dans la température et pression normale, il est sous un format de gaz. Le solide, bien sûr, c'est tout ce qui est métal, bois, ou plastique, mais c'est des produits chimiques hein, de forme solide. Et les liquides, c'est généralement la forme la plus courante des produits chimiques qu'on trouve sur les lieux de travail. Donc, les effets des produits chimiques sur les différents organes du corps humain dépendent de plusieurs facteurs importants. Donc, la forme du produit chimique, il s'agit d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz. Ok, donc ça dépend. Donc la pénétration va dépendre de sa forme. La voie d'entrée, par exemple, l'amiante, on peut le boire. Hein, une ingestion de l'amiante n'a pas d'impact, mais par contre, l'inhalation peut avoir des impacts néfastes sur les alvéoles et les poumons. Donc, la voie d'entrée, l'ingérer, l'inhaler ou l'absorber par voie de la peau. Même la peau, il a une capacité d'absorption, donc ce n'est pas une couche 100% imperméable. Donc, on peut avoir une pénétration vers le système circulatoire des produits. Donc, on a pas mal de fois où il y a eu des intoxications d'une exposition au HCN, donc au cyanure, donc par voie cutanée. Donc, il y a des doses d'exposition, de concentration par voie cutanée qui peuvent provoquer des intoxications. Donc, la dose, quelle quantité, bien sûr, quelle concentration du produit chimique va entrer dans l'organisme et la toxicité le produit chimique. Donc, là, tous les deux vont, bien sûr, avoir un impact, vont justifier avec l'effet le produit chimique. Les voies d'entrée, donc des produits chimiques, bien sûr, lorsqu'on réalise une évaluation des risques des produits chimiques sur le lieu de travail, on doit déterminer quel type d'exposition les salariés sont exposés. Est-ce que il y a un risque d'ingestion? Est-ce qu'il y a un risque que le produit, par exemple, lorsqu'il est utilisé dans des récipients, des bouteilles qui ressemblent ou là des verres, hein, donc est-ce qu'il y a un risque de boire le produit chimique. Donc ça peut exister, hein, des risques d'ingestion. La voie la plus courante, bien sûr, d'exposition aux produits chimiques, c'est par voie nasale, hein, donc c'est l'inhalation par respiration. Donc le produit sous un format liquide ou brouillard ou se transforme, se présente, ou même sous format de fumée et d'autres types qui se présentent dans l'air, on peut bien sûr l'inhaler et se trouve dans le système sanguin. L'absorption hein, de produits passe à travers la peau, les yeux ou d'autres membranes de notre corps et l'injection, donc, si on est piqué, donc lors d'une utilisation d'un produit, donc on peut vraiment, la protection cutanée de la peau peut être blessée, donc ce qui permet une introduction du produit chimique d'une manière directe. Donc, pour gérer le produit chimique, l'un des éléments majeurs de contrôle, c'est les conteneurs. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, la directive européenne CLP, c'est la Classification, Labeling and Packaging. Donc, c'est une réglementation européenne dont figure le packaging. Donc, c'est tout ce qui est emballage, tout ce qui est conteneur, donc le produit chimique, c'est important de le prendre en considération. Mais pour le HAZCOP, il ne va pas prendre, donc ce n'est pas la même chose que le CLP. Hein, donc, parfois, il y a
j'entends souvent que le CLP, c'est l'équivalent du SGH, c'est l'équivalent du HASCOM, alors que le CLP, il a plus de périmètre, il gère également la matière utilisée pour l'emballage. Donc, au-delà de la classification qui est vraiment alignée avec le SGH, il y a le labeling ou l'étiquetage qui est également aligné. Le CLP est beaucoup plus orienté et donc, le périmètre a été élargi par tout ce qui est packaging, le P, qui va prendre en considération la nature du conteneur en termes d'interaction entre le produit et la matière du conteneur. Donc, l'étiquetage du conteneur est une méthode très efficace pour communiquer les risques physiques et sanitaires sur la santé des produits chimiques. Donc, tous les étiquettes doivent comporter des pictogrammes. OK? Donc, c'est très important. Et ce pictogramme, bien sûr, on a les 9 pictogrammes du SGH, moins dans le cas du pictogramme de l'environnement. Donc, celui de l'environnement n'est pas pris en considération par l'OSHA. Donc, un mot, des mentions de danger, des conseils de prudence et l'identifiant du produit. Donc, on doit distinguer principalement quatre types de conteneurs. Donc, il y a les conteneurs expédiés ou primaires reçus depuis les fabricants ou les distributeurs, généralement de grands volumes, d'1 mètre cube et plus. Les conteneurs secondaires sur le lieu de travail de 25 litres et autres, donc étiquetés par le fournisseur ou par l'employeur et les conteneurs fixes, donc qui doivent être étiquetés sur les grands réservoirs. Donc parfois on a des zones ou des bacs de stockage. Donc on a besoin parfois on n'aura pas besoin d'étiqueter chaque conteneur, mais on doit avoir des étiquettes pour l'ensemble des conteneurs et les récipients portables qu'on utilise lors de l'utilisation normale. Alors, l'étiquetage, donc, comme j'ai dit, donc l'objet du HASCOM, c'est vraiment s'assurer de l'étiquetage conforme, que l'information essentielle et importante sur le produit chimique doit figurer sur le conteneur. Donc, en vertu du HASCOM standard, les conteneurs expédiés par les fabricants ou les distributeurs doivent être étiquetés, marqués avec 6 éléments importants. Ok, donc d'abord, il y a l'identifiant du produit. Donc, il doit inclure l'identité chimique, donc le nom de la substance, son nom et parfois le nom commercial. Donc, on trouve la composition chimique, la composition qui contient des produits chimiques, l'éthanol ou tout type. Parfois, le nom commercial, c'est le même nom chimique et parfois, il y a des noms de commercialisation qui sont différents lorsqu'il s'agit d'une substance, d'un mélange de substances. Donc, on peut trouver différents noms commerciaux du produit chimique. Un mot indicateur, donc les mots utilisés dans le SGH ou le mot ou la phrase d'avertissement, ok, c'est soit danger, soit avertissement ou attention. Hein. Donc le mot danger désigne généralement les catégories les plus élevées. Donc au niveau du SGH, donc la classification, pour chaque classe de danger, on a des différents types de catégories. Donc, la catégorie, c'est la dangerosité du produit chimique. Et pour chaque classe de danger, on a 3 et 4 niveaux de catégories. C'est la raison pour laquelle on a 29 classes de danger, mais 69 catégories. Donc, chaque classe contient des catégories. Et parfois, le terme danger est utilisé pour les catégories supérieures, par exemple les produits toxiques. Lorsqu'on va avoir le pictogramme de toxicité, généralement, on va avoir à côté la mention de danger. Par contre, lorsqu'on a le fameux losange, donc on a généralement des produits irritants avec la mention avertissement ou attention. Donc, la mention de danger, il s'agit d'une phrase attribuée à une classe et à une catégorie de danger qui décrit la nature des dangers d'un produit dangereux et le degré de dangerosité. C'est la phrase danger et avertissement. Le pictogramme, donc,
qui est un symbole qui accompagne les éléments. Donc, on a 9 symboles qui peuvent être répartis. Donc, le même symbole peut être utilisé pour différentes classes. Hein, les produits, par exemple, pyrophoriques et pyrotechniques et explosifs, donc ils auront tous le même pictogramme de produits explosifs. La même chose pour les produits inflammables. On a différentes classes de produits inflammables sous différentes formes, aérosols, liquides, gazeux, solides, mais on aura toujours le même pictogramme de produits inflammables. La même chose pour les produits comburants. Donc, peu importe la nature, peroxyde, oxygène ou autre, donc on aura le même pictogramme. Les conseils de prudence, donc le P phrase, le P, donc il y a le H, ou la mention du danger, le hazard phrase. Euh, donc il y a la mention le mot indicateur ou la mention d'avertissement et la mention de danger, le hazard phrase. Donc, ce sont des phrases standards. Si je me rappelle bien, c'est aux alentours de 180 phrases. Par exemple, 224 produits extrêmement inflammables, 226 produits inflammables, et ainsi de suite. Donc, pour chaque type de produit, on aura une phrase qui est standard utilisée. La même chose pour la prudence ou pour la prévention, parfois appelée phrase de prudence ou phrase de prévention. Donc, c'est une phrase qui décrit les mesures recommandées peuvent être des mesures de stockage, des mesures d'intervention d'urgence, des mesures de séparation, de compatibilité. Donc, ce sont également des phrases standard, P-phrase, parce que prevention ou prudence phrase, donc qu'on utilise pour donner les précautions nécessaires à mettre en place pour maîtriser le risque du produit chimique. L'identification du fournisseur, il s'agit du nom, de l'adresse, du numéro de téléphone, surtout pour l'intervention en cas d'urgence on veut avoir une information sur le produit. Donc, l'étiquette qu'on trouve et c'est une obligation. Donc, lorsque vous utilisez par exemple des conteneurs primaires et vous faites l'utilisation ou le transvasement vers un autre conteneur secondaire sur le lieu de travail. Et parfois, lorsqu'il s'agit de conteneurs portables, mais qui ne sont pas sous surveillance de l'utilisateur, on doit obligatoirement utiliser, afficher ce type d'étiquette. Donc, l'étiquette, bien sûr, va contenir des informations sur le produit, hein, le code, la casse, par exemple, du produit, le numéro commun, donc, il y a des informations sur le produit. On a dit le product name, qu'il soit le nom du produit commercial ou le nom du produit de la substance. Des informations sur le fournisseur ou le fabricant. Et bien sûr, emergency phone number en cas de besoin urgent. Donc, vous devez l'appeler, il doit répondre. Les pictogrammes du danger, ouais, de produits cancérigènes ou des produits qui ont un impact sur de méthanogènes ou sur l'appareil génétique, des produits inflammables, donc ça dépend donc de l'utilisation. Signal word ou phrase d'avertissement, donc danger ou attention. J'ai dit que danger lorsqu'il s'agit d'un produit dangereux. De hazard statement ou le H, parfois à juste le terme et parfois le code, hein, le code par exemple, highly flammable liquid and vapor, c'est le H224. May cause liver and kidney damage, si je me rappelle, c'est je pense le H 350. Donc, c'est pour les produits chimiques dangereux ciblés. Donc, ici, c'est des produits qui touchent les reins. Donc, ils peuvent causer les reins et kidney le foie. Donc, c'est deux risques majeurs pour des organes ciblés. Donc, vous allez trouver soit la phrase, soit uniquement hein, le code de la phrase et parfois les deux. La même chose pour le precautionary statement. Donc, ce sont également des phrases codées. Donc, vous allez trouver toujours la même phrase
keep container tightly closed, hermétiquement fermé et stocké dans un endroit frais. Donc, vous allez trouver de la phrase qui se répète parce que c'est une phrase standard. Donc, in case of fire, use dry chemical, yani tout ce qui est produit de poudre, de extincteur à poudre baissée ou carbon dioxide. First, et donc, les phrases qui mettent le compte se répètent parce que ce sont des phrases standards et des informations sur d'autres informations sur le produit. Et les plus importants, on a le hazard statement, le pictogramme, la phrase de danger et la phrase de precautionary ou la phrase de prudence, de prévention. Donc, l'étiquetage des conteneurs secondaires, donc la plupart, comme je dis, des employeurs utilisent des conteneurs expédiés, mais par la suite, ils seront amenés à transférer donc en petite quantité les produits dans d'autres conteneurs qu'on qualifie de conteneurs secondaires. Donc, il faut que ces conteneurs secondaires sur le lieu de travail soient correctement étiquetés pour protéger les employés et d'éviter les citations. Donc, en cas de découverte, comme on a dit par l'OSHA, ce sont les standards les plus cités dans les citations de l'OSHA. Voilà, donc c'est l'une des phrases qui reviennent dans les non-conformités de l'OSHA, l'étiquetage incorrect des conteneurs secondaires sur le lieu de travail. Donc, l'employeur doit veiller à ce que chaque conteneur secondaire de produits chimiques dangereux sur le lieu de travail soit étiqueté ou marqué des façons. Donc, les informations requises, bien sûr, qui sont dans le conteneur primaire et un identificateur de produit par des mots, des images, des symboles ou des combinaisons qui fournissent au moins des informations générales sur le danger du produit chimique ainsi que les détails spécifiques des dangers physiques pour la santé. Les conteneurs fixes, donc parfois on utilise des conteneurs fixes on peut juste utiliser des panneaux, des affichettes, des fiches de processus, des fiches de lot pour signaler le risque pour l'ensemble du lot des procédures d'exploitation au lieu d'apposer des étiquettes sur chaque conteneur. Donc, des alternatives doivent être clairement spécifiées à quel conteneur il s'applique et transmettre les informations requises. Donc, l'employeur doit veiller à ce que les documents écrits, par exemple les fiches de l'eau, soient facilement accessibles à chaque employé dans la zone de travail pendant sa zone ou sa période de travail. L'étiquetage des conteneurs portables, donc selon le chat, les conteneurs portables sont utilisés pour transférer des produits chimiques dangereux à partir de conteneurs primaires ou secondaires. Ils sont destinés uniquement à un usage immédiat de l'employé qui effectuait le transfert. Donc, et non pas pour un stockage. Donc, l'employeur n'est pas tenu de les étiqueter s'ils vont être utilisés, mais à condition que doivent subir ce qu'on appelle le contrôle positif. Donc, l'employé qui les utilise, si l'employé laisse le conteneur sans surveillance et perd le contrôle positif sur le produit chimique, donc le conteneur doit être considéré comme secondaire et un étiquetage doit être mis en place. Les produits physiques, les produits solides, donc pour les articles en métal ou d'autres types de produits, donc l'étiquette requise peut être transférée au client donc dans l'expédition initiale. Donc il n'est pas obligé de transférer à chaque fois que si il y a un changement au niveau de la composition du produit physique ou solide. Les exigences relatives aux pictogrammes, donc les pictogrammes, donc le Hazard Communication Standard exige que des pictogrammes soient opposés sur les étiquettes afin d'alerter les utilisateurs sur les risques chimiques. Donc chaque pictogramme, comme vous voyez, est composé d'un symbole, sur fond blanc encadré d'une bordure rouge. Donc, c'est la nouvelle version qui a remplacé l'ancienne version, donc qui sont des symboles noirs sur un fond jaune ou un fond orange. Donc, chacun d'entre eux représente un ou plus. Donc, voilà, j'accepte juste.
Donc, les pictogrammes donc doivent préciser la nature du danger d'un ou plusieurs dangers liés le produit. Donc, le SGH utilise aujourd'hui 9 pictogrammes, mais l'OSHA impose uniquement 8. Donc, le dernier qui est celui de l'environnement, donc il est dans le périmètre de l'EPA, donc qui est Environmental Protection Agency. Donc, tout ce qui est toxicité aiguë, hein, donc on utilise le fameux euh, SCOL, donc avec les crossbands, donc tout ce qui est produit toxicité aiguë. Donc, c'est le crâne avec les os qui sont opposés sur les produits chimiques dangereux. Le produit corrosif, donc qui peut provoquer en cas de contact avec les yeux, donc des dommages, des pertes oculaires, des corrosions de métal ou des corrosions au niveau de la peau. Donc, les produits explosifs hein, et les produits pyrophoriques, donc ils sont des self-réactifs, donc ils peuvent interagir avec l'eau ou l'air et des produits organiques comme les peroxydes qui peuvent générer de l'oxygène et voilà donc on utilise généralement donc le exploding bomb. Flame over circle, c'est cette cercle avec des flammes, c'est pour les produits comburants, donc tout ce qui est oxidizers, donc c'est les oxydants, l'oxygène ou le chlore ou tout produit donc qui peut générer, céder de l'oxygène ou favoriser l'inflammation. Produit un impact sur l'environnement, comme j'ai dit, n'est pas mandatory. Donc aquatic toxicity ou la ozone toxicity, ozone destruction. Health hazard, cancérigène, mutanogène, impact sur l'appareil reproductif, donc des irritations respiratoires, soit des target organ toxicity, ça veut dire des organes cibles, et aspiration toxicity, flammable, donc tout ce qui est produit chimique inflammable ou pyrophorique, self-heating qui va émettre une flamme ou réagir. Donc, comme j'ai dit, la dangerosité diffère. Donc, parfois, la même classe de danger avec d'autres types donc la même classe, mais avec des dangerosités différentes. On peut aller d'un produit euh, donc skin sensitizer à un produit cancérigène ou des produits toxiques. Donc les gaz ou cylinders ou les aérosols sous pression ou tout récipient sous pression, donc on a le fameux symbole de gaz sous pression. Donc, dernière phase pour terminer les produits chimiques, c'est la fameuse fiche de données de sécurité qui est obligatoire également avec le SGA, avec le Hazardcom standard. Euh, Également, il faut savoir qu'il y a une norme, la 11014, donc c'est une norme internationale, ISO 11014, qui précise les informations qui doivent être contenues dans chaque élaboration et de cette manière, les fabricants et les distributeurs peuvent utiliser cette déclaration de conformité avec la norme ISO 11014 sur la préparation de la FDS. Donc, la FDS, bien sûr, s'il est conforme à la ISO 11014, donc il va contenir principalement 16 sections, mais l'OSHA n'exige pas les sections 12 jusqu'au 16 qui vont contenir des informations environnementales. Comme j'ai dit, c'est principalement géré par l'EPA. Donc, ces informations de l'FDS vont contenir les propriétés des produits chimiques, les risques physiques, les mesures de protection et les précautions, sécurité, manipulation, stockage, destruction, élimination, et ainsi de suite. Donc, les informations contenues dans les STS doivent être rédigées dans le champ en anglais, bien sûr, donc dans la langue qui est utilisée. Hein. L'OSHA exige que les préparateurs de FDS fournissent des informations qui ont été détaillées dans l'annexe D du HAZCOM comme standard, donc du standard. Donc, on va trouver les mêmes informations, donc, mais qui sont les mêmes que l'ISO 11014. Donc,
Donc, Hadley, 16 sections. Donc, la première section va contenir des informations ou l'identification du produit chimique. Donc, si on va identifier le produit, on va identifier le fabricant et l'importateur et l'utilisation recommandée. Donc, du produit chimique, il sert à quoi, dans quel type d'utilisation. Donc, on va avoir des informations sur le produit chimique. La deuxième section, c'est identification des dangers. Et pour moi, je la juge comme étant la section la plus importante de ce standard. Donc, le standard HASCOM est comme étant un standard sur l'information sur le danger. Donc, la section 2, c'est la section la plus importante. Il va contenir tout ce qu'on a vu sur les étiquettes. Donc, l'information, identification des dangers, il va contenir les mêmes informations que ce contenu bien sûr, dans les étiquettes avec l'identification du produit. Donc, il va contenir donc la classification du danger du produit chimique, le mot indicateur, le pictogramme, comme on a dit, l'avertissement, la mention de danger au H-phrase et la conseil de prudence et description des dangers non classés dans d'autres sections, bien sûr, de ce RDS. Section 3, c'est la composition, donc c'est des informations sur le contenu de la substance et du mélange. Donc on va avoir des informations sur le Chemical Abstract Service, donc il y a des informations sur le numéro international de classification et des informations s'il y a des concentrations, des additifs et c'est le contenu le produit chimique. La section 4, c'est les mesures de premier secours. Donc, cette section va décrire les soins qui doivent être prodigués par les intervenants non formés à une personne qui a été exposée aux produits chimiques. Généralement, on va trouver le rinçage, le fameux rinçage pendant 15 minutes. Donc ça, c'est une phrase qui se répète fréquemment. Donc le rinçage, donc c'est la raison pour laquelle on oblige les employeurs à avoir une lave-yeux ou des douches d'intervention d'urgence. Donc, en cas d'inhalation, bien sûr, donc amener l'employé dans une zone aérée et bien sûr avec soit une administration d'une respiration artificielle, ça dépend du niveau d'exposition. Description des symptômes ou des effets. Donc, de cette manière, la personne va savoir s'il est exposé les symptômes et les effets les plus importants en cas d'exposition et des recommandations concernant les soins médicaux immédiats et d'autres types de traitements. La cinquième section, c'est les mesures de lutte contre l'incendie. Donc, 4 et 5 ici, c'est principalement des interventions d'urgence. Donc, les mesures de lutte contre l'incendie, donc, fournit des recommandations pour la lutte parce que, comme vous avez vu, donc, il y a des produits qui sont self-reaction avec de l'eau. Donc, il ne faut pas éteindre, par exemple, en cas d'incendie avec de l'eau. Donc, il va définir les équipements et d'extinction les plus appropriés les agents d'extinction appropriés et les conseils sur les risques, par exemple, le dégagement d'un gaz toxique en cas de combustion, de fumée opaque. Donc, c'est toutes ces informations sur les mesures de lutte contre l'incendie. Des mesures en cas de déversement, de dissémination accidentelle. Donc, la section 6, en cas de fuite ou de rejet, donc, quelles sont les recommandations qu'il faut suivre donc sur l'utilisation, par exemple, des équipements de protection individuelle, des procédures d'urgence, des numéros d'urgence et les méthodes ou de matériel utilisé pour confiner le déversement et les procédures de nettoyage. Donc la section 7 principalement concernera la manipulation et le stockage, donc des précautions sur à prendre pour manipuler d'une manière correcte, y compris les recommandations pour la manipulation ou le stockage avec les
produits incompatibles et la minimisation du rejet du produit chimique dans l'environnement et des conseils pratiques sur l'hygiène générale. La section 8, c'est le contrôle de l'exposition et les protections individuelles. Donc, cette section va contenir les limites d'exposition. Donc, comme j'ai dit, l'OSHA va définir les produits majeurs avec des limites d'exposition, mais ça va pas suffire, hein. Donc, on a parlé de 650 000 produits chimiques. Donc, on va pas avoir la réglementation qui va préciser l'ensemble des limites d'exposition admissibles. Donc, l'OSHA va définir des limites d'exposition, mais c'est chaque produit va venir avec, et l'OSHA a le droit de mettre des citations si des limites dépassées, même s'ils ne sont pas signalés dans les standards spécifiques à des produits chimiques, s'ils sont spécifiés bien sûr dans la section 8. Donc, il y a différentes techniques, comme je vous ai dit, pour déterminer les valeurs limites, mais chaque fabricant utilise des méthodes. Il n'est pas censé dire quelle est la méthodologie, est-ce que c'est le Noël ou le LD50, ça dépend donc de l'exposition, ça dépend de la nature, mais l'idée, c'est de préciser quelle est la limite d'exposition admissible sur 8 heures, la dose et la concentration dans l'air à ne pas dépasser. La section 9 va contenir des propriétés physiques, hein, l'apparence, l'état physique, la couleur. De cette manière, vous aurez la possibilité de dire est-ce que le produit a été dégradé, vu qu'une exposition, par exemple, à l'humidité va altérer l'aspect physique et l'apparence du produit. Donc, vous pouvez décider sur son utilisation ou pas. Les unités d'inflammabilité et d'explosivité, l'odeur, la pression de vapeur, les seuils d'odeur, donc beaucoup d'informations sur les propriétés physiques et chimiques, les points d'éclair, d'ébullition, le taux d'évaporation, l'inflammabilité, des coefficients de partage et d'interaction, de dilution avec de l'eau, de la température d'auto-inflammation et la viscosité. La stabilité et la réactivité dans la section 10. Hein, donc la réactivité, c'est une description des données d'essais spécifiques pour les produits chimiques. La stabilité chimique indique également la stabilité à des températures dans des conditions normales d'utilisation et d'autres informations sur les réactions dangereuses avec d'autres produits chimiques qui peuvent être présents sur le lieu de travail. La section 11, c'est principalement des informations toxicologiques, hein, sur l'exposition, surtout à long terme. Donc, principalement, comme j'ai dit, les, euh, les fabricants utilisent des méthodologies comme le LD50, de Little Dose ou le Noël, donc pour déterminer donc la dose à laquelle il ne faut pas s'exposer pendant de longues durées et des descriptions des symptômes en cas d'exposition pour c'est des signes à détecter, par exemple des maux de tête, des nausées, donc des vertiges. Donc ils vont préciser l'ensemble des symptômes et si vous êtes atteint de l'une des symptômes, donc il faut informer immédiatement l'employeur et des indices sur les produits chimiques et potentiellement cancérigènes. Comme j'ai dit, les sections 12 à 15, donc ce sont des sections, désolé. Donc d'autres informations dans le chapitre 16. Donc, cette section va, par exemple, indiquer la date de révision, de préparation, toute autre information utile qui peut être utilisée. Donc, parfois, les fabricants n'ont pas à réactualiser. Ils font des révisions, hein, des révisions mais ce que l'OSHA recommande, c'est vraiment de s'assurer que la FDS utilisée, c'est la dernière version et non pas une version qui a été probablement actualisée par le fabricant. Donc, il faut juste
s'assurer. Comme j'ai dit, il se peut que aucun changement n'a été apporté, mais vraiment, il faut juste s'assurer que c'est vraiment la dernière version, même en aucun changement apporté.